Bien, faisons maintenant une révision sur les différentes crises de Berlin. Le 2 mai 1945, le drapeau rouge flotte sur Berlin. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. L'Allemagne n'est plus qu'un champ de ruines. Il n'y a plus d'institutions, plus de monnaie, plus de gouvernement, plus d'approvisionnement, plus rien. L'une des premières priorités va être de redonner une structure économique pour reconstruire le pays. Et c'est sur ce point en particulier que la tension entre les deux blocs va naître puis se développer. En effet, les Alliés rivalisent pour imposer leur propre système économique. Staline, lui, ne consent à une unification des zones que si c'est une Allemagne communiste qui en découle. Les Américains et les Anglais, eux, veulent une économie capitaliste. Face à un certain blocage, les Alliés, et en particulier les Américains, veulent absolument reconstruire. En absence d'accord avec l'Union soviétique, en 1948, les puissances occupant les trois zones occidentales vont s'organiser elles-mêmes, en particulier pour pouvoir répartir l'aide du plan Marshall, qui a été proposé par les Américains en 1947. Il y a en quelque sorte une fusion de fait des trois zones occidentales en 1948. Staline, à la tête des soviétiques, dès mars 1948, va réagir et va essayer d'obliger les Occidentaux à céder ou, à minima, à quitter Berlin. Et pour ce faire, il va faire couper tous les accès, toutes les routes, toutes les autoroutes qui étaient ouvertes pour relier les trois zones d'occupation occidentale aux trois zones d'occupation à Berlin. De fait, il coupe Berlin en juin et il espère que les Berlinois vont donc se révolter contre les Occidentaux pour pouvoir se ravitailler et rejoindre les Soviétiques. Ou au moins les faire partir les forces d'occupation militaire occidentales. Évidemment, pour les alliés anglo-américains, céder Berlin, ce serait céder toute l'Allemagne, parce que c'était l'ancienne capitale, elle a une valeur surtout symbolique. Et en plus, ce serait en quelque sorte un dangereux précédent. Ce serait une autorisation pour de futurs excès. Et les Américains redoutent particulièrement ce qu'ils appellent l'esprit de Munich. Ça veut dire abandonner, abandonner ne serait-ce qu'une parcelle qui pourrait conforter l'adversaire dans son attitude. Pour ravitailler Berlin, les Alliés ne peuvent pas forcer l'accès par voie de terre. Ce serait une provocation qui conduirait inévitablement à la guerre. Les Américains et leurs alliés choisissent donc de contourner le conflit, de contourner la confrontation directe, en mettant en place un pont aérien. Évidemment, si Staline avait envoyé la chasse ou donné l'ordre, il y aurait eu guerre, mais la responsabilité aurait été de Staline. Tout ça, c'est un jeu diplomatique et politique. Pendant un an, les avions américains vont donc tourner pour ravitailler les Berlinois. Toutes les ressources, toute la nourriture sont pendant presque un an comme ça livrées par avion, vague après vague. Il y a un refus net de céder. Toutes les parcelles disponibles vont être cultivées pour compléter ce ravitaillement. En mai 1949, les soviétiques sont obligés d'admettre qu'ils n'ont pas réussi à faire fléchir ni les Alliés ni les Berlinois.
Ils font de leur zone un pays communiste à part entière, la RDA. Les zones occidentales deviennent, elles, la RFA capitaliste. Ainsi, à partir de 1949, il y a deux Allemagnes, une du côté capitaliste, une du côté communiste, et il y a un petit îlot capitaliste au milieu du monde communiste, Berlin-Ouest. Le problème que pose Berlin-Ouest, c'est que c'est une porte de sortie. En effet, jusqu'à 1961, c'est presque 3 millions d'Allemands qui vont profiter de cette porte pour s'enfuir de la RDA. Et dès 1958, en fait, Khrouchtchev essaye de fermer ce point de fuite, sans y arriver. Donc, pour empêcher ces fuites, le Parti communiste est-allemand va ériger, dans la nuit du 13 au 14 août 1961, un mur sur le tracé des limites de zone d'occupation dans Berlin. De simples lignes de barbelés posées à même le sol, ce mur va être au fur et à mesure modifié, amélioré, renforcé pour assurer son imperméabilité. C'est ce mur, construit pour empêcher des habitants de partir, qui deviendra le symbole de toute la guerre froide et sera appelé le mur de la honte. Il tombera en novembre 1989.